Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour ce webinaire sur le décret tertiaire. Bonjour. Alors, on va commencer la présentation. On a attendu 2 petites minutes pour que les gens aient le temps de se connecter. J'espère que vous m'entendez bien. Clac. Alors, avant de commencer, on va peut-être rapidement se présenter. Donc, je m'appelle Vianney, je suis le fondateur de Citron, une société spécialisée en efficacité énergétique. Et pour ma part, je suis Thomas, Energy Manager chez Citron depuis maintenant 3 ans, donc sur la partie opérationnelle. Alors, Citron, certains appelleraient ça une start-up. On n'aime pas trop ce terme-là parce qu'on n'a pas la fragilité financière que pourrait avoir une start-up. On est une jeune entreprise. On grandit très vite en s'appuyant sur des innovations de rupture et avec une mission très claire, accélérer la transition énergétique des grands patrimoines immobiliers. Aujourd'hui, on s'adresse aux grands patrimoines immobiliers, donc les entreprises, les collectivités territoriales, les bailleurs, en leur proposant deux choses. Notre métier historique qui est le conseil en efficacité énergétique. Donc, on vend en fait de la prestation intellectuelle, que ce soit pour répondre à des besoins ponctuels ou récurrents, comme de l'énergie management, du conseil en achat d'énergie, de l'AMO, des audits énergétiques instrumentés, etc. Et depuis quelques années, on a décidé de digitaliser notre métier en proposant à nos clients une plateforme web Big Data et IoT qui s'appelle Citron Énergie et qui est en fait une plateforme qui va servir à collecter automatiquement toutes les données liées à l'énergie dans un patrimoine immobilier pour pouvoir en assurer un suivi, mais aussi une analyse et concrètement des actions en matière d'efficacité énergétique doivent pouvoir être proposées aux utilisateurs. Alors, je ne vais pas rester très longtemps sur le contexte parce que je pense que vous le connaissez tous déjà très bien. Le contexte aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle prise de conscience écologique et que le secteur du bâtiment consomme plus de 40% de l'énergie finale qui est consommée, en tout cas en France, et émet près d'un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Alors, la bonne nouvelle à côté de ça, c'est que c'est un levier de performance. Travailler sur ce sujet, au-delà de la performance environnementale, c'est aussi un levier de performance financier très important. On peut aller chercher des actions dont les temps de retour sur investissement sont très courts. On peut aussi améliorer le confort des occupants. On peut aussi améliorer ses processus en interne, etc., etc. Mais bon, qui dit une double bonne nouvelle comme ça donne des idées à nos dirigeants et du coup, de plus en plus de réglementations arrivent pour imposer, que ce soit aux entreprises et demain sûrement aux particuliers, de mettre en place des actions en matière d'efficacité énergétique. Donc, on a d'abord eu une première phase avec des actions qui sont incitatives, comme les certificats d'économie d'énergie, où on va du coup vous permettre de financer des actions en matière d'efficacité énergétique, et puis de plus en plus contraignantes avec l'audit énergétique réglementaire qui est apparu il y a 4 ans, avec le bilan carbone, les plans de mobilité, etc. Jusqu'à aujourd'hui, l'apparition de la nouvelle réglementation, objet du coup de notre webinaire aujourd'hui, qui est le décret tertiaire. Alors, je vais revenir très rapidement sur d'où vient cette réglementation, mais ce qu'on peut avoir en tête, c'est que le décret tertiaire, ça a été 10 ans de travail pour nos dirigeants. C'est issu d'abord d'une réglementation, enfin d'un objectif européen. Le Parlement européen, donc les différents pays européens, se sont rassemblés en se disant, OK, d'ici 2000, donc c'était en 2008, d'ici 2020, on va réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre, de 20% nos consommations énergétiques, et on va augmenter de 20% la part du renouvelable dans la consommation énergétique, dans le mix énergétique global. Ça s'est transformé une année après, lors du premier Grenelle de l'environnement, en un objectif cette fois-ci français qui était à l'époque de réduire de 38% la consommation énergétique de nos bâtiments. Et dans leurs calculs, ça devait permettre notamment de répondre à la réglementation européenne des 320. L'année suivante, en 2010 donc, cette fois-ci, on va un peu plus loin en précisant comment on va faire pour réduire ces de 38% les consommations énergétiques, en disant que voilà, à partir de 2012, les entreprises auront 8 ans pour pouvoir réduire leur consommation énergétique et qu'un décret d'application sortirait pour pouvoir en préciser les modalités. Ce décret d'application, après plusieurs allers-retours, on en a eu une première version qui est sortie en 2017 et qui est repartie un peu après. En 2018, un article de la loi Elan, l'article 175 de la loi Elan, indique que chaque propriétaire et locataire
d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de plus de 1000 m² devra réduire de 40% ses consommations avant 2030, de 50% avant 2040 et de 60% avant 2050. Et que, évidemment, des modalités d'application seront définies en décret. On a attendu encore un petit peu en se disant que un décret allait sortir. Et cette fois-ci, on n'a pas eu à attendre trop longtemps. C'est en 2019, donc au mois de juillet de l'année dernière, que le décret d'application est sorti en précisant du coup les champs d'application, les objectifs de modulation des objectifs, comment on allait faire le suivi, le contrôle, les sanctions, etc. Donc en fait, le décret d'application, c'est vraiment un outil qui est sorti, qui va permettre aux propriétaires et aux locataires de sites de plus de 1000 m² de répondre du coup à leurs obligations. Toujours est-il qu'il reste encore à paraître un arrêté. L'arrêté précisera quant à lui des éléments qui vont permettre, qui sont plus, on va dire, du back-office, qui sont liés au suivi et au calcul, par exemple, de la prise en compte. Comment est-ce qu'on va prendre en compte comment la plateforme Opera, qui est la plateforme sur laquelle on déclarera son suivi, prendra en compte la météo et les DGU pour pouvoir savoir comment moduler les objectifs. C'est vraiment des outils qui ne sont pas déterminants pour pouvoir commencer à rentrer dans la réglementation, dans l'application de cette réglementation. Voilà, alors je vous propose maintenant vraiment de rentrer dans le concret. Donc, on va décrypter ensemble le décret tertiaire, on va décrypter ensemble un peu tout le cheminement avec tout ce qui est imposé par cette réglementation. Et derrière, on vous dira quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir du coup répondre à cette réglementation de manière complètement sereine. Alors, la première question qu'on pourrait se poser de manière assez légitime, c'est le qui. Qui est concerné par cette nouvelle obligation? Alors, les textes sont rédigés ainsi, c'est toute surface tertiaire supérieure à 1000 m². Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que le tertiaire? Le secteur tertiaire, il se définit par opposition au secteur primaire, donc tout ce qui est extraction de matières premières, et le secteur secondaire, qui est tout ce qui est transformation de matières premières, donc l'industrie. Donc, le secteur tertiaire, on l'assimile souvent à tout ce qui est services, distribution, etc., etc. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est 1000 m², d'accord, mais 1000 m² de quoi? Alors, dans le décret, enfin dans les différents textes de loi, on va nous préciser qu'il s'agit de 1000 m² de surface de plancher. Alors, on s'est amusé à aller regarder ce que voulait dire une surface de plancher. Et en fait, vous en avez une définition qui est indiquée ici. Vous pouvez aussi aller un peu plus loin dans la définition si vous avez des questions plus spécifiques. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais n'hésitez pas à poser vos questions sur l'outil qui est mis à votre disposition via l'outil webinar. On les reçoit en direct et on pourra y répondre à la fin. Alors, la surface de plancher, donc si je vous lis rapidement la définition, ça correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couverts, dont la hauteur du plafond est supérieure à 1,80 m et elle se mesure à l'intérieur de la construction d'un mur de façade à un autre. Parmi les questions auxquelles on peut répondre très vite, les surfaces de parking ne sont pas considérées comme une surface de plancher. Alors, ce qu'on peut considérer du coup comme une surface de plancher du secteur tertiaire, ça va être les surfaces de distribution, donc les enseignes, ça va être les surfaces de bureaux, ça va être aussi la logistique, ça va être aussi les entrepôts, les agences bancaires, les agences d'intérim, les hôpitaux, etc., etc. En fait, tout le secteur privé à partir du moment où on a un bâtiment de plus de 1000 m². On a aussi le secteur public qui est concerné. Les collectivités, que ce soit une école, enfin une ville pour leurs écoles ou leurs bâtiments communaux, que ce soit les régions pour leurs lycées ou leurs sièges sociaux, les départements pour les bâtiments, enfin les collèges ou les bâtiments sociaux, etc. Tout ça, c'est des surfaces qui sont concernées à partir du moment où ça fait plus de 1000 m². Alors, dernière question sur la surface des sites concernés, c'est que comment est-ce que je peux considérer que mon site fait plus de 1000 m²? Bon, déjà, si mon bâtiment fait plus de 1000 m², on rentre dans le cadre de la réglementation. On rentre aussi dans le cadre de la réglementation si une partie du bâtiment fait plus de 1000 m². Par exemple, je suis propriétaire ou locataire de 3 niveaux d'une tour à la Défense, je n'ai qu'une partie du bâtiment, mais ça fait plus de 1000 m², je suis contraint à répondre à cette obligation. Et ensuite, un ensemble de bâtiments, donc parmi nos clients qui seraient concernés, par exemple le CEA, sur un même site, ils ont plusieurs bâtiments, ils ne font pas forcément tous plus de 1000 m². Par contre, de manière réunie, ils font plus de 1000 m², donc le site fait plus de 1000 m². Le site en entier est contraint à réduire ses consommations énergétiques et à suivre ses consommations énergétiques.
Alors, maintenant, après le qui, la question naturelle, ça va être le quoi. Qu'est-ce que je vais devoir faire? J'ai vu que j'étais contraint. Eh ben, la loi va vous imposer une réduction d'énergie finale qui peut se transformer, enfin, qui peut être de deux natures. La première nature, c'est de réduire, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à une année de référence que vous pourrez choisir entre 2010 et 2020, de 40% vos consommations avant 2030, de 50% avant 2040 et de 60% avant 2050. L'année de référence, elle doit être choisie sur une année pleine d'exploitation, donc une année de 12 mois consécutifs. Autre possibilité, c'est bien entendu de ne pas forcément, c'est pas forcément possible en fait, tout simplement de réduire de 40, 50 ou 60% ses consommations énergétiques. Donc, on va vous dire, voilà, si vous atteignez le niveau de consommation d'un bâtiment neuf, en fonction de votre catégorie, etc., on va considérer que vous avez déjà atteint votre objectif de diminution des consommations énergétiques. En fait, de manière claire, ce qu'on va faire sur l'année de référence, c'est définir une année de consommation, on va dire 100, et vous allez pouvoir calculer votre année, votre objectif de consommation en disant voilà, soit je fais 40%, donc je dois atteindre 60, soit je dois atteindre une consommation énergétique qui est équivalent au 9, qui pourrait être de 80, donc j'aurais besoin de réduire que de 20. On va très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On essaie de vraiment vous faire une condensation de la présentation pour pouvoir après, derrière, prendre du temps sur la réponse à vos questions. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez. Alors, cette obligation, on l'a vu tout à l'heure, on vient de le voir, c'est une obligation de diminution des consommations énergétiques, mais pas que. Déjà, la diminution des consommations énergétiques, on l'a vu, il faut avoir atteint l'objectif d'ici 2030. Mais en fait, dès cette année, on va commencer à être obligé de mettre en place des systèmes ou en tout cas des processus pour pouvoir répondre à cette réglementation. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, chaque année, vous allez devoir déclarer vos consommations énergétiques sur une plateforme qui va être opérée par l'ADEME, qui s'appelle Opérate. Et vous allez devoir déclarer non seulement vos consommations énergétiques, mais aussi le type d'activité exercée, vos surfaces, les années de référence que vous avez pu choisir, les indicateurs d'intensité d'usage qui vont permettre de moduler les objectifs en fonction de votre activité, la prise en compte des consommations qui pourraient être liées à de l'énergie renouvelable ou à la consommation de véhicules électriques, etc., etc. En fait, chaque année, pour chacun de vos bâtiments, ou de manière globale pour un ensemble de bâtiments, vous allez devoir déclarer tout un tas d'informations qui vont permettre à l'ADEME, qui a cette mission de l'État, de vérifier que vous êtes bien en train de travailler sur vos consommations énergétiques et que vous êtes bien en train de travailler du coup, pour atteindre cette obligation à 2030. Alors, on va revenir sur un point du coup, qui est très important pour vous, c'est à partir de quand et à quel moment vous allez devoir agir. La réponse, c'est dès maintenant, mais aussi dans les 30 prochaines années. Donc, je ne sais pas quel âge ont chacun des participants à ce webinaire, mais ça risque de prendre une bonne partie de votre carrière à partir de maintenant sur les sujets d'efficacité énergétique. En fait, la première chose qu'il va falloir mettre en place, comme je l'ai dit, c'est un suivi de ses consommations énergétiques. C'est-à-dire qu'à partir de 2021, on va devoir déclarer ses consommations de l'année précédente. Ça veut dire qu'en fait, dès cette année, on doit mettre en place un système de suivi des consommations énergétiques pour pouvoir l'année prochaine déclarer les différentes informations qu'on vient de voir juste avant. Cette déclaration, elle va se faire chaque année jusqu'en 2030. Donc, c'est la 10e déclaration sur laquelle le gouvernement va nous dire oui ou non, enfin la plateforme Opéra va nous dire oui ou non, vous avez atteint l'objectif de 30%. D'ici là, chaque année, il va nous délivrer une attestation de suivi qu'on pourra après, on va le voir, afficher dans le bâtiment, enfin qu'on devra même afficher dans le bâtiment. Mais il va aussi nous donner des indicateurs d'avancement. Il va nous dire, voilà, vous en êtes à 8%, vous êtes à 12%, vous en êtes à 30%, ce qui permettra à chaque entreprise derrière de pouvoir se rendre compte de où est-ce qu'ils en sont dans l'avancement de leur réponse à la première obligation de résultat qui va être 2030. De la même manière, on va continuer à déclarer ses consommations entre 2030 et 2040. Autre point, en 2040, il faudra atteindre cette fois-ci 50% des consommations énergétiques de diminution ou le niveau du neuf. Et pareil, en 2050, on devra atteindre les 60%. J'accélère un peu parce que je suis un peu en retard. Et je vais laisser la parole à Thomas pour dire maintenant, après le qui, après le quoi, le comment on peut réduire ses consommations énergétiques. Exactement. On va parler un peu plus en détail de qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour atteindre ces objectifs. Alors, selon 4 types d'actions qui ont été définis sur les principes de l'arrêté lié au décret, mais que l'on a aussi traduit d'un point de vue opérationnel.
Donc, d'ici 2030, l'objectif, comme le disait Vianney, est d'atteindre 40% d'économie d'énergie que l'on va pouvoir aller chercher de différentes manières. On va balayer point par point ce qui peut être envisagé en commençant par la performance énergétique du bâtiment. Alors, quand on parle de performance énergétique, on parle principalement de l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire que tous les bâtiments ou parties de bâtiments tertiaires vont devoir être amenés à travailler sur leur enveloppe. Quand on parle d'enveloppe, on parle des parois verticales, donc les murs, et des parois horizontales, donc autant la toiture que le plancher bas. Ces trois éléments auxquels on ajoute les menuiseries sont initialement responsables de 40% des déperditions thermiques dans un bâtiment. Et c'est ce pourquoi un gros travail va être attendu sur la performance énergétique du bâtiment. On peut parler notamment d'isolation, mais aussi donc, de renforcement des menuiseries, donc passer du simple vitrage au double vitrage, ou tout simplement l'ajout de films solaires de basse émissivité pour réduire l'impact des rayons UV sur le bâtiment. Ça peut être également de la mise en place de peintures réfléchissantes en toiture du bâtiment pour permettre donc de diminuer tout ce qui est apport thermique qui va devoir être effacé par de la climatisation. Donc bien sûr, pour déterminer ce niveau de performance énergétique, on va devoir mettre en place et réaliser une simulation thermique dynamique. Donc c'est une étude qui peut être réalisée assez simplement, donc qui se base sur une modélisation 3D du bâtiment. Et ensuite, donc, tous les comportements thermiques du bâtiment vont être simulés afin de comprendre comment le bâtiment consomme de l'énergie. Et nous allons pouvoir ainsi simuler les différents types d'actions. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'apercevoir que la mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur, par exemple, peut permettre d'atteindre 15% d'économie d'énergie. Donc ça, c'est quand on parle de performance énergétique du bâti. On va aussi parler de l'installation d'équipements performants et dispositifs de gestion active. Alors, par ce point-là, on entend le renouvellement et l'étude de chaque équipement énergivore au sein d'un bâtiment et également leur gestion. C'est-à-dire que on va prendre pour exemple certains points que l'on retrouve, j'imagine, dans tous vos sites, en commençant par exemple par l'éclairage. Donc, certains d'entre vous n'ont pas attendu ce décret pour mettre en place des actions. C'est ce qu'on en parlera peut-être un peu après. Typiquement, en parlant d'éclairage, aujourd'hui, on a encore beaucoup de sites qui sont équipés d'éclairage ancien, type fluorescent, pour lesquels on préconise des actions de relamping LED. Alors pour cela, on verra aussi que des subventions sont disponibles, comme les certificats d'économie d'énergie, comme parlait Vianney. Donc ce relamping LED fait partie de ce point qu'on appelle l'installation d'équipements, mais on va également travailler sur la gestion de ces équipements. Typiquement, un retour d'expérience que l'on est souvent amené à faire sur nos métiers d'audit énergétique, c'est que les consommations d'énergie, bien que pilotées en partie dans les bâtiments, laissent encore à désirer sur certaines zones. On observe très fréquemment, lorsqu'on instrumente un bâtiment d'outils de mesure des consommations, que l'éclairage reste allumé la nuit sur une partie du bâtiment. Ce talent de consommation, comme on l'appelle, induit donc un gâchis énergétique qui va être bon de travailler dans l'atteinte de ces objectifs. Je parlais donc de l'éclairage, mais on peut parler aussi de tous les équipements CVC, donc chauffage, ventilation et climatisation, comme par exemple les chaudières. Aujourd'hui, de grosses subventions sont disponibles quant au renouvellement des chaudières. Donc, la mise en place de chaudières à condensation en fait partie. Donc, c'est des chaudières qui peuvent permettre d'atteindre des rendements très élevés, autour de 110% comparé à une chaudière classique. Et également donc, tout son mode de régulation via des automates. Donc, tout ce type d'actions qui vont être étudiées à la fois via des simulations thermiques dynamiques et via des audits énergétiques peuvent être implémentées et serviront à atteindre ces objectifs. On parle aussi donc de l'adaptation des locaux et comportements des occupants. Donc, c'est un type d'action qui n'est donc pas suite à des investissements, mais où on va travailler directement sur la sensibilisation des collaborateurs. Je parlais juste avant donc, de la gestion active des équipements, où on peut mettre en place un système de pilotage qui va permettre de couper les consommations, ou du moins de les optimiser lors des périodes d'inoccupation. Là, quand on parle de sensibilisation des occupants, c'est toutes les campagnes qui vont être menées pour sensibiliser les collaborateurs à ce décret tertiaire, à l'atteinte de ces objectifs et surtout à l'impact de leur comportement sur les consommations. Alors, quand on parle de campagne de sensibilisation, c'est notamment sur l'extinction des prises de courant.
Quand on parle de tertiaire, on est souvent amené à travailler sur des plateaux de bureau, par exemple. Et sur ces plateaux de bureau, on observe régulièrement des collaborateurs qui, le soir, lorsqu'ils ont fini leur activité, quittent leur poste sans éteindre leur matériel. Alors, individuellement, cela n'a pas vraiment d'impact, mais quand on regarde à l'échelle d'un plateau de bureau, on se rend compte qu'il y a bien souvent 10 à 15% du talent de consommation lié aux prises de courant qui peut être optimisé. Ça peut être fait de manière simple via des campagnes régulières, des piqûres de rappel auprès des collaborateurs, mais aussi en revenant sur le point précédent, en mettant en place des logiciels qui permettent eux-mêmes de couper ces consommations. La sensibilisation se fait aussi au niveau de l'éclairage, bien sûr. C'est des comportements qu'on a l'habitude de mettre en place chez nous, à titre personnel, mais qui sont peut-être un peu moins fréquents au niveau d'une entreprise ou donc de son comportement sur site. Et ces piqûres de bon sens feront intégralement partie des plans d'action qu'on va définir. Et dernier point, quand on parle de modalités d'exploitation des bâtiments, on parle de tout ce qui est contrat de suivi énergétique qui peuvent être mis en place. Donc, ces contrats peuvent être délégués à des entités qui en sont spécialisées. Je pense notamment donc, à tout ce qui est contrat d'exploitation, contrat de maintenance qui peuvent être passés. Notamment pour des chaudières, on peut mettre en place des contrats d'exploitation de type P1, P2, P3 qui vont permettre en fait aux propriétaires ou aux locataires de déléguer le suivi de ces équipements très énergivores à des professionnels et des experts qui en ont les compétences. On retrouve aussi tout ce qui est contrat de performance énergétique, donc à l'échelle d'une collectivité ou d'un patrimoine immobilier un peu plus conséquent. Et donc, le fait de mettre en place ce type de contrat rentre dans l'atteinte de ces objectifs et dans les plans d'action qu'on va déployer. D'ailleurs, dans les contrats que l'on peut déployer, il est bon de contractuellement imposer à l'exploitant d'atteindre des objectifs qui pourraient être modulés en fonction de l'avancée dans le décret tertiaire. Donc, je vous ai principalement parlé de ces 4 points, car c'est donc via ces 4 types d'actions qu'on va pouvoir atteindre ces objectifs. Mais il est aussi bon de parler de la modulation de ces objectifs. Comme le disait Vianney, on peut soit atteindre les 40, 50 ou 60% au fur et à mesure des années, soit atteindre le niveau du 9. Mais bien entendu, et j'anticipe peut-être quelques questions, pour les propriétaires ou locataires qui viennent juste d'emménager dans un bâtiment qui est déjà très performant, avec des équipements qui présentent des rendements très intéressants, bien sûr, ça va présenter certains problèmes quant à l'atteinte de ces objectifs. Donc, c'est pour ça, quand vous regardez sur la partie droite de notre slide, la consommation à atteindre va être modulée en fonction des actions indispensables à mettre en place. Donc, ces modulations vont être présentées dans le projet d'arrêté qui va être paru en 2020. Pour l'instant, on en est qu'à des projets d'arrêté. On va parler principalement de ce qui a été publié, mais ça peut être amené à évoluer. Typiquement, quand on regarde le coût de l'action à mettre en place, si le temps de retour sur investissement est disproportionné par rapport au gain, on va pouvoir monter un dossier technique pour prouver que ces temps de retour sur investissement sont disproportionnés. Alors, pour vous citer quelques ordres de grandeur, sur le projet d'arrêté qui est actuellement sorti, pour tout ce qui est action sur la performance énergétique du bâtiment, donc je parlais précédemment de l'isolation ou du renouvellement des menuiseries, si les temps de retour sur investissement dépassent 25-30 ans, alors on parle de retour sur investissement disproportionné. Pour l'installation d'équipements, on est sur 15 ans de temps de retour sur investissement et pour 6 ans en tout ce qui concerne dispositifs de gestion active. Alors, ces temps de retour sur investissement et ces paliers à ne pas dépasser sont après subvention. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra aussi étudier chacune des subventions disponibles, les déduire de ces investissements et ainsi recalculer le temps de retour sur investissement. Il y a noté que tous les éléments qu'on vous donne qui seront indiqués dans le décret sont amenés d'être changés, pas dans le décret, dans l'arrêté, peuvent être amenés à être changés parce que c'est encore un arrêté qui n'a pas été publié. Il devrait être publié a priori mi-mars aux dernières nouvelles. Mais tant que ce n'est pas publié, ça peut encore évoluer. Donc les 6, 15 et 30 ans, d'ailleurs on a 2 versions de l'arrêté où il y a marqué 25 sur l'un et 30 sur l'autre, ce n'est pas forcément des chiffres qui sont définitifs. Mais les ordres de grandeur sont à prendre en compte et resteront sensiblement les mêmes.
De la même manière qu'on regarde le coût de l'action disproportionnée, on regardera si les actions envisagées n'impactent pas la sécurité du site. Typiquement, donc, sur un plateau de bureau, le fait de réduire l'éclairage pourrait avoir un impact. Alors, si on parle d'entrepôt ou de zone de stockage, l'éclairage a un impact direct sur la sécurité des collaborateurs. Donc, ces types d'actions pourront être évincés et mis de côté dans un dossier technique. Et de la même manière, si l'aspect du site classé ou labellisé est impacté par une action d'isolation, ça pourra donc faire partie de ce dossier technique. Pour finir sur le fameux dossier technique dont je parle, il va être possible de le constituer suite à un audit énergétique argumenté et instrumenté. Donc, il va être possible de réaliser ce type d'audit par des professionnels qui en ont les compétences. Donc, ces professionnels sont les mêmes professionnels en fait, qui aujourd'hui réalisent les audits énergétiques selon le Code de l'énergie et selon la loi NF-EN 16247. Donc, si cet audit énergétique permet de montrer que soit des coûts d'action sont disproportionnés, soit que l'aspect du site ou la sécurité, ou même bien le volume d'activité est compromis, dans ce cas-là, on montera un dossier technique qui permettra de moduler l'atteinte de vos objectifs. Et qui, en plus, petit bonus, permet de répondre à la contrainte réglementaire d'audit énergétique réglementaire, puisque la norme est la même dans un cas et dans l'autre. Alors, l'arrêté d'application, alors déjà un point, puis je crois que ça va répondre à certaines questions. Continuez à envoyer vos questions, n'hésitez pas, il y en a quelques-unes là, on répondra à toutes les questions juste à la fin de la présentation. Alors, cet arrêté d'application, ce qu'il faut déjà savoir, c'est la différence entre un décret d'application et un arrêté. Un décret d'application, il va servir à pouvoir commencer à appliquer la loi. Un arrêté va venir préciser des éléments qui ne sont pas forcément indispensables dans un premier temps. Typiquement, aujourd'hui, vous savez que vous devez réduire vos consommations, vous savez comment les faire, vous savez qui doit le faire, etc. Vous savez que vous devez commencer à suivre vos consommations. Ce que va préciser l'arrêté, c'est principalement des éléments qui vont vous permettre, qui vont surtout concerner le calcul et donc qui va être fait par la plateforme pour vous dire où est-ce que vous en êtes. Donc, en fait, des éléments qui seront à apporter. Certains éléments vont être importants assez rapidement, mais la plupart des éléments vont être nécessaires pour vous à partir de l'année prochaine. Alors, typiquement, les modalités de calcul de la situation de référence. Comment est-ce qu'on calcule la situation de référence? Comment est-ce qu'on calcule le niveau de consommation modulé des variations climatiques? En fait, tout ça, c'est les équations qui vont être prises en compte dans la plateforme Opérate pour calculer automatiquement votre niveau de consommation à atteindre et la diminution du coup que vous devez atteindre en fonction des différents coefficients, par exemple l'indicateur d'activité que vous aurez pu choisir. C'est aussi la liste des documents justificatifs qui pourront être déposés sur la plateforme. C'est les différentes dispositions relatives aux modulations des objectifs. Typiquement, ils vont détailler le dossier du contenu, le dossier technique dont on vient de parler. C'est eux d'ailleurs qui disent que, pour répondre à une question que j'ai vue passer, qui disent qu'il faut, pour pouvoir répondre à ce dossier technique, être dans les mêmes conditions que les personnes qui vont pouvoir faire ce dossier technique. C'est les personnes qui aussi pourraient faire les audits énergétiques réglementaires. Donc ceux qui sont qualifiés par le PQUBI, par le LNE, par l'AFNOR, ou des auditeurs internes qui peuvent justifier les compétences en matière d'efficacité énergétique sur les sites sur lesquels ils ne travaillent pas, en passant une formation qui les accrédite. Voilà. Donc voilà, c'est aussi ce décret, cet arrêté, il va aussi détailler les conditions de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité. Par exemple, un magasin qui reste plus ou moins ouvert, c'est un volume d'activité différent. Et ben, il va pouvoir rentrer le nombre d'heures ouvertes sur la période qui est différente de celle de la précédente et du coup dire voilà, j'ai augmenté mon activité, c'est normal que ma consommation augmente. C'est aussi les conditions de modulation en cas de disproportion manifeste du coût de l'action, donc en fonction des TRI que ça va permettre de faire. On l'a dit, TRI inférieur à 6 ans pour tout ce qui est action, qui travaille sur l'utilisation du bâtiment, sur son exploitation. TRI, je crois que c'est 15 ans sur tout ce qui va être changement de matériel et 25 ou 30 ans sur tout ce qui va être modulation, changement, actions qui vont porter sur la thermique du bâtiment. C'est dans cet arrêté aussi qu'est désigné l'opérateur de la plateforme Opérate, donc l'ADEME, et les modalités de respect de l'objectif à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine immobilier. Parce que quand vous avez plusieurs bâtiments, si vous voulez
vous pouvez faire le choix de répondre bâtiment par bâtiment à cette réglementation, mais vous avez la possibilité aussi de mutualiser l'ensemble de vos consommations, de vos périodes de référence pour atteindre une consommation globale à atteindre et du coup de pouvoir vous laisser la possibilité de réduire plus sur un site où vous avez plus de latitude à pouvoir le faire et moins sur un autre. Et dans ce cas-là, ça fonctionne un peu sur un principe de vase communicant où si on atteint les objectifs largement sur un site, ça peut servir à justifier de la non-atteinte sur un site. Exactement. Alors, cet arrêté d'application, il devrait sortir dans les semaines qui viennent. Vous savez donc les éléments qui vont préciser, mais il est déjà disponible. Il y a déjà un projet d'arrêté qui est disponible. Il faut juste être conscient qu'il peut changer maintenant assez à la marge, mais il peut changer de temps en temps sur certains points. Mais vous pouvez quand même l'avoir disponible. D'ailleurs, on vous enverra ça répond aussi à une question d'ailleurs, on vous enverra suite à ce webinaire la présentation, le support de notre présentation d'aujourd'hui, mais aussi les différents textes de loi qui s'appliquent à l'audit, enfin, qui sont liés à cette obligation énergétique. Alors, c'est le moment pas drôle, mais il faut aussi être conscient des sanctions qui peuvent être générées par cette réglementation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, vous l'avez vu, hein, vous avez deux obligations, suivre les consommations, réduire les consommations. Donc, vous avez une obligation concernant le suivi des consommations de publier l'attestation numérique qui est générée automatiquement par la plateforme. Pour reprendre le texte de loi, par voie d'affichage dans un endroit visible et accessible. Donc, a priori, l'endroit où vous mettez tous les autres éléments réglementaires. La sanction qu'on risque d'avoir, c'est une sanction financière, 7 500 € pour les personnes physiques, morales et 1 500 € pour les personnes physiques par bâtiment. Donc, si on est à la fois propriétaire et locataire, on a 15 000 € d'amende si on n'atteint pas les objectifs. Si jamais on ne publie pas ces consommations énergétiques, la sanction est différente, donc l'obligation de suivi. La sanction est différente. Là, c'est un site internet des services de l'État qui va être mis en place pour dénoncer les entreprises ou les personnes qui ne respecteraient pas cette obligation. Quand je parle de personnes, c'est les propriétaires ou les locataires physiques d'un site de plus de 1000 m². Et quand je parle de personnes morales, les entreprises ou les collectivités qui vont être propriétaires ou locataires des sites en question. Donc voilà, donc c'est une sorte de wall of shame, de mur de la honte sur lequel vont être indiquées les entreprises qui ne respectent pas cette obligation. Ceci étant dit, il ne faut pas voir cette contrainte comme une contrainte, justement. Il ne faut pas voir cette obligation comme une contrainte. Chez Citron, on est convaincu qu'avant d'être une contrainte, même si c'est réellement une contrainte réglementaire, c'est aussi une énorme opportunité pour tout le secteur tertiaire. Parce qu'en fait, ça va être l'occasion pour énormément de monde d'aller chercher des budgets pour pouvoir réduire les consommations énergétiques, de pouvoir vraiment rentrer pleinement et de faciliter la prise de décision en interne pour pouvoir réduire les consommations, mettre en place un système de suivi de ces consommations énergétiques, pour pouvoir mettre en place des actions dont les temps de retour sur investissement vont au-delà de ce qui est habituellement prévu par l'entreprise, etc., etc. Donc vraiment, moi, je vous invite tous à entamer cette démarche. Déjà, elle va durer 30 ans, donc autant la prendre avec le sourire parce que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais surtout, je vous invite vraiment à voir ça comme une bonne nouvelle, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel vous allez pouvoir travailler avec beaucoup plus de facilité que ce que vous pouviez le faire jusqu'à maintenant. Et de toutes les façons, c'est au-delà de l'aspect réglementaire, c'est une obligation environnementale de travailler sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on consomme plus que ce qu'on est capable de produire. On a un impact environnemental sur notre planète qui ne permettra pas à nos enfants de vivre dans les mêmes conditions que nous. C'est vraiment un sujet qu'on doit prendre en main. Et là, la réglementation va nous permettre de le faire, va faciliter et accélérer le fait de mettre en place des actions en matière d'efficacité énergétique. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Thomas qui va vous dire comment faire pour réduire les consommations énergétiques. Alors, on a établi 6 bonnes pratiques. Je vais zoomer du coup sur la présentation pour que Thomas vous présente les unes après les autres ces bonnes pratiques. Exactement. Donc, ces 6 étapes à respecter, on les a définies, nous, en interne chez Citron, puisqu'on a la fervente conviction d'accompagner les entreprises dans l'atteinte de ces objectifs au cours de ces 30 années de décret tertiaire. Et donc, on va vous présenter point par point les étapes envisagées pour y répondre. Donc, premièrement, j'ai vu quelques questions passer à ce sujet. L'obligation concerne bien entendu le locataire et le propriétaire. Et donc, il va falloir définir en premier temps la rencontre entre locataire et propriétaire
pour définir qui sera le porteur du projet. Donc, ça peut être défini à travers le bail, mais cette première rencontre sera l'occasion donc de se former à la réglementation. Donc, si vous l'êtes d'une part, il faudra également former le propriétaire du bâtiment à la réglementation pour qu'il comprenne bien les enjeux de ce décret tertiaire. Donc, ça permettra bien évidemment de définir une ligne directrice, donc d'envisager qui pourra supporter les coûts donc des actions sur la performance énergétique du bâtiment, qui supportera les coûts de renouvellement des équipements. Donc, tout ça peut être mis en place et discuté lors de cette première rencontre. Ouais. Alors, ces éléments de supporter les coûts, ils sont déjà souvent définis à travers le bail. Donc, ça va. Alors, il y a qui est-ce qui va payer, mais le qui est-ce qui, derrière la question de qui va payer, c'est quel type d'action on va choisir. Parce que pour atteindre 40%, on peut choisir une action ou une autre pour atteindre un même résultat. Donc, en fait, la question, ça va être plutôt qui va devoir mettre en place, enfin, sur quel type d'action on va choisir pour pouvoir atteindre cette diminution des consommations énergétiques. Et après, le bail, lui, d'un point de vue réglementaire, donc le contrat de location entre le propriétaire et le locataire, va définir qui, entre les deux, doit travailler sur telle ou telle action, qui donc financer telle ou telle action. Exactement. Et donc, il est bon à ce moment-là d'être accompagné par un expert en efficacité énergétique pour être à mieux de pouvoir répondre à ces contraintes avec le propriétaire. Si on passe au deuxième point, bien entendu, vu que c'est des étapes qui vont être annuelles, et il va falloir donc réellement mettre en place un système de suivi des managements et des consommations énergétiques, donc on appelle autrement le SME, tout simplement pour pouvoir observer les économies qui vont être réalisées année par année ou étape par étape. Donc, ce suivi peut être fait à travers un tableur interne, donc tout simplement en récupérant des ressources et des compétences en interne, aller chercher chez chacun de vos fournisseurs, sur chacun de vos sites, les différentes données qui vont être nécessaires à déposer sur la plateforme Opera. Alors, bien sûr, vu le nombre de données qu'il faut déposer sur la plateforme Opera, à partir du moment où on commence à avoir plusieurs bâtiments, ça va devenir de plus en plus difficile de faire ce travail-là avec un tableur Excel. Donc, rapidement, il va falloir s'équiper ou en tout cas se faire accompagner. D'où l'intérêt de passer par un outil digitalisé. Donc, comme Vianney vous en parlait en début de présentation, une plateforme web qui permet d'automatiser le suivi des consommations et la récolte de ces données. Autant que cette partie chronophage ne soit pas une entrave en fait à l'atteinte de ces objectifs et qu'on puisse réellement se concentrer sur l'atteinte des performances énergétiques. Donc, le troisième point, qui est juste un peu au-dessus, va être assez crucial, c'est le choix d'une année de consommation de référence. Donc, entre 2010 et 2020. J'ai déjà eu des questions, donc il ne faut pas choisir que entre 2010 et 2020, mais donc toutes les années qui sont entre 2010 et 2020. En fait, le choix de cette année, et c'est une question que j'ai pu voir passer, on va pouvoir y répondre, peut se faire de différentes manières, soit en choisissant la première année pour laquelle l'ensemble des données peuvent être consolidées. Donc sur 12 mois consécutifs. Exactement, où il faudra fournir facture à l'appui. Donc c'est bien important d'avoir une première année consolidée. Ouais. Facture à l'appui, ça c'est un élément du décret qui peut modifier. Ça peut être facture ou déclaration des consommations, mais en tout cas, il faut être capable de justifier d'où viennent les données qui ont été déclarées. Exactement. Donc ça peut être un choix pour cette année de référence. On peut également prendre l'année où la consommation a été le plus importante pour se laisser plus de marge de manœuvre. Et ça répond à une de vos questions, une année en amont de vos efforts en matière d'efficacité énergétique. Typiquement, si en 2015 ou en 2016, vous avez déjà mis en place des actions pour réduire vos consommations, il sera alors intéressant de prendre une année avant ou deux pour que ces actions puissent déjà compter dans vos efforts. Autant capitaliser sur ce que vous avez déjà pu mettre en place et s'en servir pour atteindre ces objectifs. Ensuite, on arrive sur le quatrième point sur 6 des actions à mettre en place. Donc, bien sûr, définir un plan d'action pluriannuel à l'aide d'un expert en efficacité énergétique. Donc, encore une fois, dans le but de vous accompagner. Donc, cette étape est assez cruciale puisque c'est ce qui va guider les prochaines étapes. Donc, en s'appuyant sur son tableur interne ou de manière plus souple sur son système de management énergétique, en identifiant les sites les plus énergivores, puisque un plan d'action veut bien sûr dire qu'il faut prioriser les sites sur lesquels agir et non pas avancer tête baissée en parallèle sur chacun des sites. Réaliser des audits énergétiques instrumentés pour réellement définir une stratégie d'efficacité énergétique. Donc, identifier les potentiels d'économie d'énergie,
les prioriser, mettre en place des scénarios d'action pour pouvoir se projeter et bien sûr débloquer des budgets qui permettront de mettre en place ces actions. Alors, le mot instrumenté ici est vraiment très important. Il faut que votre audit énergétique, vous fassiez un cahier des charges qui impose le fait de faire une cartographie des consommations électriques du bâtiment, parce que c'est en faisant une cartographie des consommations électriques, donc en fait en mesurant les consommations par usage et par zone dans le bâtiment, que vous pourrez cibler clairement et concrètement les actions que vous allez mettre en place par la suite. Et c'est comme ça qu'on a des temps de retour sur investissement très rapides. Donc c'est comme ça qu'on peut se mettre en accord avec la réglementation, avec des TRI relativement courts et donc avec un impact pour l'entreprise moindre. Et de la même manière, le projet d'arrêté, on n'en a pas encore parlé, mais impose de faire on va parler de cette composante, impose de faire la distinction entre consommation d'énergie qui viennent du chauffage, ventilation et climatisation et de vos usages en interne. D'où l'intérêt de monitorer votre bâtiment pour avoir le détail de ces consommations. On va vraiment se dépêcher parce que du coup, il y a beaucoup de questions et qu'on est un peu en retard. Exactement. Donc, bien sûr, cinquième étape, déployer les actions d'économie d'énergie qui ont été envisagées. Donc, en s'appuyant sur les compétences en interne, si vous en avez des ressources, ou en déléguant à un assistant à la maîtrise d'ouvrage qui soit compétent dans le domaine de l'énergie. En numéro 6, donc, qui est la dernière étape. Excusez-moi, le zoom. Le zoom, voilà. Donc, la dernière étape qui est donc bien sûr dans un système qui est cyclique, donc de vérifier l'atteinte de ces objectifs chaque année. Donc, c'est à ce moment-là où on déclare aussi sur la plateforme Opera les nouvelles consommations. Et ça permet aussi donc de faire une rétrospective sur ce qui a déjà été fait et d'améliorer continuellement les consommations énergétiques. Bien sûr, c'est cyclique puisque, comme vous le savez, tous les ans, il faut recommencer. Et donc, tous les ans, on revient entre guillemets à l'étape 4 où on redéfinit un plan d'action et ainsi de suite. On remet en place des actions, on les vérifie, tout ça dans le but d'atteindre les objectifs. Parce que c'est la 6e étape qui va nous dire où est-ce qu'on en est chaque année de l'atteinte des résultats. Alors, vous l'avez noté, ces différentes étapes, le positionnement de Citron sur ce sujet-là, il est très clair. C'est de pouvoir vous accompagner sur chacune de ces 6 étapes. Donc, c'est de pouvoir vous accompagner du début à la fin dans la mise en conformité des entreprises, des collectivités et des bailleurs sur ce sujet-là. Donc, on est capable de vous fournir les outils de suivi en matière d'efficacité énergétique, de vous fournir les prestations intellectuelles ponctuelles ou récurrentes en matière d'efficacité énergétique pour vous accompagner. Et on est capable, évidemment, d'instrumenter un audit énergétique pour être en mesure de définir les temps de retour sur investissement les plus courts qu'on pourrait avoir dans cette démarche. Alors, vient maintenant le moment des questions. Donc, on en a reçu pas mal. Je vais essayer de toutes les prendre. Alors, il y en a une petite trentaine. Je vais essayer de toutes les prendre les unes après les autres pour pouvoir et d'y répondre très rapidement. Gardez en tête que vous pouvez m'envoyer un mail à moi ou à Thomas ou à contact@citron.io pour pouvoir demander un rendez-vous avec un expert en matière de décret tertiaire qui se fera un plaisir de venir vous réexpliquer les notions qu'on aurait pu aborder aujourd'hui, vous expliquer les notions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui et de réfléchir au projet qu'on pourrait faire ensemble. Alors, première question, l'obligation est-elle pour le propriétaire ou pour le locataire? Alors, l'obligation, elle est pour le propriétaire et pour le locataire. Quand on dit le cas échéant pour le locataire, ça veut dire que le propriétaire est contraint quoi qu'il arrive et que s'il y en a un, le locataire est également contraint. C'est pour ça que la première étape dans la réponse à cette réglementation, c'est que les deux se parlent. C'est pour savoir qui prend en main le sujet, qui va financer par exemple l'accompagnement, les études, etc. Donc, on peut aussi faire intervenir des personnes tierces pour accompagner entre le propriétaire et le locataire la réponse à ses besoins. Alors, ça peut être une société qui va s'occuper de A à Z comme nous d'accompagner l'entreprise. Ça peut être aussi vos exploitants, ça peut être aussi des experts juridiques, etc., etc. Mais c'est bien le propriétaire et le locataire qui sont contraints. Et d'ailleurs, les obligations, enfin les sanctions sont aussi et les bénéfices sont aussi pour le propriétaire et pour le locataire. Alors, question suivante. Quel est le moment de l'année pour rentrer ces données sur la plateforme Opera? Alors, on rentre ces données sur la plateforme Opera en début d'année. On va rentrer les données de l'année précédente. Donc, c'est-à-dire qu'en 2021, vous allez rentrer les données de l'année 2020. Le dernier moment pour pouvoir rentrer, c'est le 30 septembre de chaque année où vous allez devoir envoyer les données de l'année précédente.
Évidemment, je ne vous conseille pas de vous y prendre le 29 parce que si vous n'avez pas une solution comme Citron Énergie, ça ne sera pas automatisé. Mais donc voilà. Ensuite, non, c'est tout à fait juste. Ensuite, une question suivante. Les sites industriels sont-ils concernés? Alors, la réponse est double. D'abord, c'est non, les sites industriels ne sont pas concernés. Par contre, sur un site industriel, on a très souvent, je n'ai pas envie de dire systématiquement, mais pas loin, une partie tertiaire. Donc, si cette partie tertiaire, logistique, bureau, stock, etc., elle fait plus de 1000 m², vous serez contraint de travailler sur ce morceau-là du bâtiment pour pouvoir répondre à votre obligation. D'où l'intérêt d'instrumenter le site pour bien dissocier la consommation liée à la partie tertiaire. Et d'ailleurs, ce n'est même plus un intérêt, là, ça devient presque une obligation du coup d'instrumenter le site parce que sinon, sauf si vous avez des PDL différents pour la partie tertiaire et pour la partie industrielle, parce que dans ces cas-là, vous pourrez vous fier à vos factures, vous fier au relevé du compteur du top 10 minutes, etc. Mais si ce n'est pas le cas, vous serez obligé en fait, d'instrumenter le compteur qui dessert à la fois la partie tertiaire et industrielle. Question suivante. Le bâtiment a une rénovation après 2010, par exemple en 2015. Faut-il viser 40% de diminution de consommation en 2030? La réponse est oui. Par contre, vous pouvez tout à fait choisir une année précédant l'année 2015, donc par exemple 2014, où votre consommation était déjà importante pour pouvoir tirer profit des rénovations que vous avez faites en 2015. Donc, ça vous permettra de capitaliser sur les efforts que vous avez déjà faits et c'est bien normal. Donc oui, il faut atteindre 40%, mais vous pouvez le faire sur une année qui sera avant les travaux que vous avez déjà effectués. Question suivante. Si l'on dispose d'un site avec plusieurs bâtiments, dois-je prendre en compte la même année de référence? La réponse c'est non. On peut choisir une année de référence indépendamment de chaque bâtiment. Car les efforts n'auront pas été les mêmes sur chacun des bâtiments, les contraintes non plus. Donc, vous êtes vraiment libre de choisir l'année de référence par bâtiment. Par contre, l'année de référence établie par bâtiment réduite de 40% va donner une consommation à atteindre sur chacun des bâtiments. Vous pouvez par contre définir une consommation globale qui est la somme de ces consommations à atteindre et derrière réduire les consommations énergétiques de manière inégale entre chaque site. Donc, par exemple, faire 50% sur un site et 30% sur un autre. Question d'après, comment fait-on si on n'a pas de mesures spécifiques sur les bâtiments en question? D'où l'intérêt d'instrumenter un site pour pouvoir connaître précisément les consommations de ce bâtiment. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plateforme comme Citron Énergie va être capable d'aller récupérer les années précédentes, l'historique des consommations énergétiques qui est souvent disponible, on va dire dans 9 cas sur 10, pour les 3 ou 4 dernières années, chez le fournisseur, avec l'historique de facturation, chez le distributeur, donc avec l'historique de mesure qui a été fait par les distributeurs, la différence entre distributeur et fournisseur. Le fournisseur vous vend de l'énergie, le distributeur vous l'achemine. Donc GRDF et Enedis pour 95% du marché. Donc on va être capable d'aller des deux côtés. Question suivante, peut-on avoir la présentation PowerPoint après le webinaire? La réponse c'est oui. Question suivante, comment fait-on si on n'a pas de mesures spécifiques? Ah pardon, oui, j'avais sauté une question. Ouais, bon, ça passera. Donc si on n'a pas de mesures spécifiques, on va chercher l'historique ou on instrumente la dernière année qu'on puisse prendre. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une question, on va répondre à deux questions en même temps. La dernière année qu'on peut prendre comme année de référence, c'est 2020. Donc, vous ne pouvez pas attendre l'année 2023 pour choisir votre année de référence 2023. C'est pas possible. Y a-t-il des exigences quant à la stratégie zéro carbone? Diminuer ses consommations en utilisant des chaudières charbon, cela semblerait contre-productif. Je suis bien d'accord avec vous, mais pour l'instant, rien n'est stipulé quant à cette stratégie zéro carbone. Donc, ça sera peut-être dans le nouvel arrêté. Ouais, non, c'est sûr que non. Mais s'il vous plaît, faites pas ça. Hein. Mais encore une fois, du bon sens, mais rien n'est stipulé à ce niveau-là. Ensuite, un hall de maintenance où il y a des bureaux est-il concerné? La réponse est oui. La réponse est oui et non. Ça dépend de vous. Si vous êtes dans un bâtiment de bureau où vous êtes propriétaire ou locataire d'une surface de plus de 1000 m², ou dans un bâtiment qui a plus de 1000 m² et que vous êtes locataire d'une des surfaces qui fait moins de 1000 m², vous serez contraint uniquement de travailler sur vos parties à vous du bâtiment. Par contre, si vous travaillez sur le bâtiment dans son ensemble ou un groupe de bâtiments dans son ensemble, là, vous serez concerné. Le hall de maintenance est évidemment concerné. Si en 2021, je choisis de mesurer les consommations d'un groupe de bâtiments, puis-je ultérieurement les individualiser? Alors, j'essaie d'interpréter la question. Déjà, donc, l'année de référence, comme le disait Vianney, c'est maximum jusqu'à 2020. Par contre, si en 2021, je choisis d'instrumenter des bâtiments,
ça pourra servir à la déclaration des nouvelles consommations au fur et à mesure des années. En fait, moi, je comprends la question en disant que individualiser les bâtiments, c'est choisir de traiter le décret tertiaire bâtiment par bâtiment plutôt que de manière globale. Et la réponse est non. L'année de référence sera forcément une année précédente, la dernière année possible, c'est 2020. Les objectifs sont-ils liés au chauffage et à l'éclairage? Alors, les objectifs sont liés au chauffage et à l'éclairage, mais pas que. Ils sont liés à toutes les consommations énergétiques qui sont liées à une utilisation tertiaire dans le bâtiment. Donc, en partie le chauffage et l'éclairage, mais aussi les consommations pouvant être liées au système informatique, au traitement de l'air, à la distribution, à la ventilation, enfin tout ce qui peut consommer de l'énergie. Le décret définit-il une obligation de réaliser une STD par bâtiment? Alors, il est stipulé STD, donc STD, pour ceux qui ne connaissent pas, simulation thermique dynamique, c'est explicité dans l'arrêté pour travailler sur la performance énergétique des bâtiments. En revanche, il ne faut pas s'en arrêter à une STD, puisque ça ne permettra pas de travailler sur le pilotage et sur les actions temps retour sur investissement court, pour lesquelles il est bon d'instrumenter un bâtiment. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une STD par bâtiment. Par contre, si vous rentrez dans un dossier de modulation technique, je suis en train de vérifier, mais il me semble que vous devez vous conformer à un certain nombre de sujets. Il faut vérifier, mais l'obligation, c'est non, sauf en cas de modulation. Et là, si la modulation concerne la partie thermique, il faut que vous puissiez justifier. Et la STD devient du coup quasiment obligatoire de fait. Ensuite, le type d'énergie est-il pris en compte, fuel versus ENR par exemple? La réponse est oui. Alors oui, mais dans un premier temps, je vous conseille. Alors d'abord, comment est-ce que c'est pris en compte? Ce que vous produisez comme énergie ENR va être déduit de vos consommations. Donc si vous avez un bâtiment énergie positive ou neutre, vous n'êtes pas, enfin vous êtes déjà, vous répondez déjà de fait à la réglementation. Donc oui, le type d'énergie est pris en compte, mais c'est pas fuel versus électricité, c'est plus ENR versus non ENR. Donc, quid de la production de ENR sur les sites concernés? Bien sûr, ça se reboucle. Ça se reboucle, mais du coup, voilà, mettez de l'ENR. Alors, par contre, je ne vous conseille pas forcément de commencer par de l'ENR. Vous avez souvent, je vous conseille d'orienter vos actions en matière d'efficacité énergétique en fonction du temps de retour sur investissement. Ça vous permettra, déjà, il y a souvent des temps de retour sur investissement à zéro. Donc, ça permet de faire des économies, entre guillemets, gratuites pour derrière aller financer les actions qui ont des temps de retour sur investissement les plus longs. L'ENR ne fait pas partie des actions dont le temps de retour sur investissement est le plus rapide, même si c'est quelque chose de très bien. Donc, je mettrais ça plutôt dans un deuxième temps. Pourquoi pas pour atteindre pas forcément les 40%, mais plutôt les 50 ou 60%. Ensuite, un bâtiment de fabrication ou des bureaux est-il il y a des bureaux, pardon, excusez-moi, est-il concerné? Oui. On a déjà répondu à la question tout à l'heure. Du coup, oui, le bâtiment est concerné sur la partie tertiaire, si la partie tertiaire fait plus de 1000 m². Et donc, pas seulement les bureaux, mais aussi la logistique, les entrepôts, etc. Donc, n'y a-t-il pas des décrets à venir sur le sujet? Oui. Alors, non, pas un décret, mais un arrêté, du coup. Oui, un arrêté. Mais il y a encore un document qui arrive. Alors, des rendements de 110%, ça n'existe pas. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous citez Lavoisier, c'est assez intéressant. Je parlais de ça sur les chaudières à condensation. En fait, on parle de rendement qui dépasse les 100%, tout simplement parce que la condensation, cette technologie va permettre en fait de préchauffer l'eau qui va rentrer dans la chaudière. Et donc, dans ce cas-là, on parle de rendement supérieur à 110% puisqu'il y a eu un préchauffement. Mais du coup, vous avez raison, c'est un abus de langage qui est lié aux méthodes de calcul de la performance de ce type de système. Mais effectivement, en fait, c'est juste qu'on va se rapprocher des 100% en essayant de récupérer l'énergie calorifique qui s'échappait jusqu'à maintenant. Ouais. Juste pour revenir sur l'arrêté, il faut bien avoir conscience qu'il y a un arrêté qui va paraître bientôt, mais que cet arrêté ne vous empêche pas de commencer à travailler sur le décret tertiaire parce que vous avez déjà en fait toutes les billes pour pouvoir, par exemple, mettre en place le premier sujet qui est l'outil de suivi, que ce soit quelque chose de digital ou de plus simple, mais vous pouvez commencer. Ensuite, dans le retail, nous sommes souvent locataires des murs. Ainsi, disposons-nous d'un moyen de levier en complément du décret afin d'obliger nos bailleurs ou propriétaires afin d'effectuer les travaux pour améliorer la performance énergétique des bâtiments? La réponse est oui. L'autre outil dont vous disposez, c'est tout simplement votre bail commercial. Le bail commercial, à partir du moment où votre bâtiment fait plus de 2000 m², je ne sais plus, vous devez avoir une annexe environnementale qui précise qui doit mettre en place les actions. Après, d'un point de vue juridique,
En fait, le troisième outil que vous avez, c'est tout simplement la loi. Si votre propriétaire refuse de mettre en place un système permettant de suivre et de réduire vos consommations énergétiques, ben, assurez-vous d'en avoir la preuve. Envoyez-lui un recommandé, par exemple, en disant voilà, je voudrais mettre en place tel type d'action. Merci de donner suite et de prévoir un rendez-vous pour savoir qui fait quoi, etc. Et son absence de réponse le mettra en difficulté. Et d'où l'intérêt d'être accompagné par un energy manager lors de votre première rencontre pour bien l'anticiper. D'ailleurs, élément très important, les energy managers de Citron, d'ailleurs comme Thomas, ont tous été formés sur l'aspect juridique du décret tertiaire. Ensuite, il n'y a plus beaucoup de questions. Quelles sont les sociétés à même de faire des audits énergétiques des bâtiments? Alors, les sociétés à même de faire des audits énergétiques sont référencées parce qu'elles sont qualifiées soit par l'OPQ-IBI, soit par la LNE, soit par l'AFNOR pour pouvoir réaliser des audits énergétiques. Typiquement, Citron a une qualification OPQ-IBI et une qualification LNE, ce qui est assez rare pour être souligné d'ailleurs. Qui permet de faire des audits énergétiques des bâtiments. Après, je vous conseille d'aller un petit peu plus loin que ça dans la définition de votre cahier des charges en matière d'audit énergétique, parce que cet audit énergétique, il faut qu'il soit orienté sur des temps de retour sur investissement très courts. Typiquement, la démarche de Citron, ça a été de développer un boîtier de mesure qui va nous permettre de faire la cartographie électrique d'un bâtiment et du coup d'orienter des actions en fonction de l'usage et du lieu dans le bâtiment et d'être capable du coup d'avoir des temps de retour sur investissement très rapides. L'audit énergétique réglementaire va être obligatoire. Oui, ça n'enlève pas la réglementation liée à l'audit énergétique pour les entreprises qui, donc, on le rappelle, réalisent plus de 50 millions de chiffre d'affaires et 43 millions de bilan ou 250 employés. Ensuite, je considère un groupe de bâtiments dont je suis les consommations sur les surfaces tertiaires. Un bâtiment est détruit et donc la consommation énergétique du groupe de bâtiments est donc moindre. Cela me permet-il de dire que j'ai réduit mes consommations sur le périmètre concerné? Non, parce que les consommations énergétiques, la consommation énergétique est proratisée en fonction de la surface. C'est-à-dire qu'en fait, on ne regarde pas des kilowattheures par an, on regarde des kilowattheures par mètre carré par an. Donc, en fait, si vous détruisez… par contre, si vous détruisez le bâtiment qui est le plus énergivore, la consommation au kilowattheure par mètre carré va quand même diminuer parce que c'était le bâtiment le plus énergivore. Mais sinon, non, la surface sera quand même prise en compte. Peut-on monter un dossier technique sans audit instrumenté, uniquement sur la base du coût de l'action, plus d'un audit non instrumenté de moins de 4 ans? Alors, tout dépend de la nature de l'action qu'on veut évincer. Typiquement, si on veut donc montrer qu'une action sur la performance du bâtiment, donc sur l'isolation, est bien trop onéreuse, dans ce cas-là, pas forcément besoin d'un audit instrumenté, mais ça restreint un type d'action. Le but de l'audit instrumenté est de pouvoir aussi traiter les autres actions. Ouais. Après, l'audit énergétique non instrumenté reste donc valable. Donc, si on veut répondre noir ou blanc à la question, c'est oui, vous pouvez vous contenter de ça. Par contre, la question, c'est, vous pourrez vous servir que des réponses qui sont dedans. Donc, vous n'aurez pas forcément des réponses théoriques. Ensuite, sera-t-il possible d'avoir la présentation de votre webinar? Oui, vous l'aurez. Les objectifs ne sont pas atteints par PDL. Non, c'est vraiment par bâtiment. Un bâtiment peut comprendre des dizaines et des dizaines de PDL. Donc, pour point de livraison, c'est la même chose. On raisonne par bâtiment. Ou par morceau de bâtiment. Bien sûr. Ou groupe de bâtiment. Ensuite, j'installe du photovoltaïque sur mes toitures et je fais de l'autoconsommation. Cela permet-il de démontrer, je pense plutôt, que je réduis mes consommations? Alors, là, quand on parle de photovoltaïque et d'autoconsommation, on va donc parler de diminution déjà de votre consommation énergétique globale, puisqu'on va soustraire, d'un point de vue réglementaire, on va soustraire la consommation, la production de NR, qui soit autoconsommée ou pas d'ailleurs, de votre consommation globale. Donc, en fait, la réponse est oui. Non, ça ne réduit pas vos consommations, mais oui, ça vous permet d'atteindre votre objectif réglementaire. J'ai choisi une année de référence en 2021. Je m'aperçois en 2023 qu'il serait préférable d'en retenir une différente. Est-ce possible? Alors déjà, l'année de référence est à choisir avant 2020 et non pas en 2021. Et une fois qu'elle est choisie, elle reste la même pour tout l'exercice. D'où l'intérêt de bien choisir cette année de référence, de se poser les bonnes questions au moment de sa sélection, d'où peut-être l'intérêt d'être accompagné à ce moment-là. Et de mettre en place un outil de suivi qui permet d'avoir des outils d'analyse. Et j'en connais un très bien. Alors, l'audit énergétique a des avantages certains si je suis votre propos. Cependant, si un audit non instrumenté de moins de 4 ans est obligatoire, est-il obligatoire pour faire un audit énergétique instrumenté?
Il faut que je lise la question parce que je n'ai pas compris. L'audit instrumenté a des avantages certains si je suis votre propos. Oui. Cependant, si un audit non instrumenté a moins de 4 ans, est-il obligatoire de faire un audit instrumenté qui nécessite un nouveau coût financier? Alors, ça dépend de votre cas de figure. Si vous êtes une société de plus de 250 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros, de toutes les façons, cet audit énergétique, vous devez le faire tous les 4 ans. Après, le choix de l'instrumenter ou pas, c'est à vous de le voir en fonction. Alors, déjà, c'est à peu près le même prix. Un audit énergétique instrumenté ou un audit énergétique plus classique ont un coût comparable. Par contre, un audit énergétique instrumenté va avoir des temps de retour sur investissement beaucoup plus courts. Donc, de manière générale, je prêche un peu pour ma paroisse, mais j'aurais tendance à dire, enfin, pas forcément d'ailleurs, parce qu'on fait des audits qui peuvent être instrumentés ou pas, mais les deux sont. Enfin, l'audit instrumenté a des TRI plus courts, donc plus intéressant. Et oui, du coup, s'il a plus de 4 ans, vous êtes obligé de le refaire. S'il a moins de 4 ans, par contre, vous pouvez vous en servir. Est-ce que votre solution de digitalisation prend en compte les consommations refacturées via des charges de copropriété? Quid des charges facturées au tantième? Comment prendre en compte les extensions entre 2010 et 2020 et après 2020? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que notre outil, donc, qui s'appelle Citron Énergie, va prendre en compte les données qu'elle est capable de récupérer. Donc, on va être capable de prendre des données à partir du moment où elles sont disponibles chez vos fournisseurs d'énergie, parce qu'on a des robots d'indexation qui vont être capables de simuler une activité humaine et d'aller chercher la donnée, enfin de télécharger toutes les factures, de lire les factures et de les interpréter pour les transformer en base de données et vous fournir des outils de suivi et d'analyse et des recommandations. Parmi les fonctionnalités de cette plateforme, vous allez effectivement pouvoir répartir un point de livraison, donc un sous-comptage distributeur et fournisseur d'énergie en fonction du tantième, donc en fonction de la surface, mais aussi en fonction d'un pourcentage que vous aurez défini ou en fonction d'un indicateur que vous aurez même paramétré et rentré du coup en données patrimoniales, qui est aussi un élément qu'on va récupérer sur la plateforme. Donc la question, c'est oui. La réponse, pardon, à votre question, c'est oui. Pourriez-vous nous redire quand l'arrêté est prévu? Donc mi-mars. Encore une fois, c'est ce qui est annoncé. Ouais. On ne peut pas nous s'engager sur cette date. La dernière date que nous avait dit avant mi-mars, c'était mi-février, on ne l'a pas eu, donc il faut prendre ça avec des pincettes. Ensuite, question suivante, réponse à la question sur la chaudière charbon. Il est précisé que les nouvelles sources de chaleur ne doivent pas émettre plus de CO2. Alors, donc une réponse complémentaire. Merci beaucoup à la personne qui a apporté cet élément de précision. Donc, les nouvelles sources de chaleur ne doivent pas émettre plus de CO2 que ce qu'elles ne le font aujourd'hui. Et c'est tant mieux parce que ça aurait été quand même sacrément dommage. Vous êtes en mesure de récupérer les consommations énergétiques via le fournisseur en remontant jusqu'à 2010? C'est une interrogation chez tous les fournisseurs. Alors, si c'est accessible sur la plateforme, oui, nous en sommes capables. En général, lorsque vous souscrivez chez un nouveau fournisseur, il n'y aura pas l'historique des autres fournisseurs. Des fournisseurs précédents. Des fournisseurs précédents, qui, eux, vous laissent accès en général 2 ou 3 mois après la fin de votre contrat pour récupérer les factures. Et si ce n'est pas le cas, vous n'avez plus accès à ces données-là. Donc, Alors, je module le truc. Vous n'y avez plus accès parce que vous n'avez plus accès à vos données sur la partie sur votre compte client parce que vous n'êtes plus client, donc via l'outil en ligne de votre fournisseur ou votre ancien fournisseur. Par contre, vous pouvez demander à votre ancien fournisseur qui a l'obligation de garder ses factures en PDF natif depuis 2015, ces données-là. Donc, vous pouvez les chercher. Attention, certains fournisseurs vous vendent vos anciennes factures. Donc, je ne citerai pas de nom, mais il y a une jurisprudence d'un grand fournisseur énergétique français qui a été condamné pour avoir voulu faire payer 15 € la facture récupérée. Donc, souvent, quand on a un grand parc de bâtiments, ça devient très rapidement des montants importants. Vous ne faites pas avoir, il y a de jurisprudence. Après, clairement, ça prend plus de temps de récupérer les consommations énergétiques chez un ancien fournisseur parce que l'ancien fournisseur n'a plus forcément intérêt à vous fournir du service. En tout cas, il n'est pas payé pour ça. Mais à partir du moment où la donnée est disponible, donc soit accessible chez le distributeur, soit accessible à partir du fournisseur, que ce soit votre fournisseur actuel ou précédent, on saura aller la récupérer. Ensuite, que se passe-t-il si je quitte mon bâtiment comme locataire, par exemple, avant la première échéance de 2030? Si vous quittez votre bâtiment, vous n'êtes plus contraint à cette réglementation. Par contre, si vous rejoignez un autre bâtiment, là, vous allez devoir reprendre le travail qui a été fait par les personnes précédentes. Donc là, choisissez aussi votre bâtiment. Et d'ailleurs, ça va être un vrai enjeu pour les propriétaires qui louent leur bâtiment, pour les bailleurs, parce qu'il va falloir que ça va être un argument pour pouvoir louer un site.
ça va être que le bâtiment soit suffisamment peu énergivore pour pas que le locataire ait beaucoup de travaux à faire en arrivant. Donc, il y a une précision qui est apportée sur une question antérieure posée. Lors de ma première déclaration de consommation, je choisis de considérer un groupe de bâtiments dont la surface tertiaire est supérieure à 1000 m². Peut-être qu'on reprenne la question. Alors, c'est… Ouais, mais j'avais pas la référence. Attends, laisse-moi venir. On finit. Lors de la première déclaration de consommation, je choisis de considérer. Ah oui, alors c'était sur la question est-ce qu'un bâtiment, on peut répartir les consommations d'un bâtiment c'est par rapport à ouais, c'est marqué en dessous. Ouais. Quelques années plus tard, je souhaite individualiser. Donc, est-ce qu'on peut répartir, suite à une individualisation, les consommations et le reséparer Je vérifierai parce que la question est très pertinente, mais à ma connaissance, pour moi, ce n'est pas possible. Une fois qu'on a déclaré la première donnée de consommation, c'est censé être ferme. Après, l'État, à mon avis, si la modulation technique est faite de manière intelligente, saura être attentif et étudier les cas particuliers. Quand on dit toutes les consommations énergétiques, cela inclut aussi l'eau et le gaz. L'eau, non. Le gaz, oui. Et à cela s'ajoutent les autres consommations énergétiques. Réseau de chaleur, réseau d'eau glacée, fuel, etc. Mais pas l'eau. Quelques années plus tard, je souhaite les individus. Ah oui, pardon. Quid des cogénérations pour toi, ça. La production de chaleur issue de la récupération sur les gaz d'échappement vient-il en déduction des consos énergétiques, d'énergie? Alors, c'est un peu la même réponse que ce qu'on a pu apporter pour la production photovoltaïque ou autre. Ça sera forcément vérifié dans l'arrêté, mais pour l'instant, on considère que c'est un apport d'énergie renouvelable. Vous faites de la récupération de chaleur, donc c'est de l'énergie renouvelable, donc c'est déduit de vos consommations. Si une mairie a 3 écoles de 400 m² chacune, est-elle concernée par le bâtiment? Alors, non, elle n'est pas concernée pour 3 écoles de 400 m². Par contre, si vous avez un site sur lequel vous avez 3 écoles, toute la notion est différence entre bâtiment et école, et site, pardon. 3 bâtiments sur un même site de 400 m², le site en lui-même est contraint. 3 bâtiments, donc 3 écoles qui ont 3 adresses différentes et 3 PDL différents, c'est 3 bâtiments différents, enfin, c'est 3 sites différents, donc vous n'avez pas à travailler dessus. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille de le faire, mais vous n'êtes pas contraint à le faire. Mais si on parle d'un groupement scolaire avec une maternelle, une école primaire par exemple, si individuellement elles font moins de 1000 m², mais qu'ensemble elles les dépassent, dans ce cas-là, on est contraint. Voilà. Parce que c'est le même site. Pouvons-nous déduire l'autoconso de la conso finale dans l'atteinte des objectifs? Alors, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de déduire que l'autoconsommation, mais bien toute la production d'énergie renouvelable que vous allez produire. Donc, petite précision concernant la question sur les émissions de gaz à effet de serre, il est tout de même précisé dans le décret que tout changement de type d'énergie ne doit entraîner aucune dégradation du bilan de gaz à effet de serre. Oui, c'est la même précision que tout à l'heure. On est déjà revenu sur cette précision et merci d'y revenir. Devrions-nous justifier que l'étalonnage de nos compteurs d'ici 2050, mes compteurs ne seront plus aussi fiables qu'aujourd'hui? Y a-t-il des obligations réglementaires quant à la tenue de nos compteurs hors PDL? Alors, clairement, ce n'est pas du tout précisé dans les différents textes de loi liés à l'audit énergétique. Je pense que c'est le fournisseur qui doit vous fournir entre guillemets, une durée de validité, donc une date de péremption de vos compteurs. Mais pour moi, à partir du moment où vous restez dans les conditions d'utilisation qui ont été fournies, qui ont été données par le fournisseur, ce n'est pas de votre responsabilité. Une société qui a une centaine de sites géographiques peut traiter le sujet sur l'ensemble de ces sites. Alors, encore une fois, on peut mutualiser l'atteinte des objectifs, mais un peu de la même manière que ce qu'on répond par un échantillonnage pour un audit énergétique, on pourra procéder de la même sorte. C'est-à-dire que si vous avez une centaine de sites, on pourra prendre ces réglementaires, la racine carrée du nombre de sites arrondi à l'unité supérieure pour y réaliser des audits énergétiques et pour définir des plans d'action. Donc, choisir un panel représentatif de 10 sites, par exemple, sur votre centaine de sites, pour derrière mettre en place les actions sur l'ensemble qu'on aura trouvé sur des sites, sur l'ensemble des sites, à partir du moment où on les définit comme duplicables, pour après en avoir les bénéfices sur tous les sites. Sachant que l'arrêté stipule de choisir au minimum 25% des sites de manière aléatoire parmi cet échantillon.
Alors, vous nous posez des questions au fur et à mesure qu'on y répond, donc ça, c'est un peu infini, mais on commence à rattraper le temps. Là, on en est à midi 6. Donc, la dernière question, la question à laquelle on répond maintenant a été posée à midi 6. L'année de référence sera-t-elle la même pour tous les sites géographiques? La réponse est non. L'année de référence peut être choisie par site, même si vous répondez de manière globale à l'ensemble des sites. L'année de référence va uniquement servir à choisir, à fixer la consommation globale que vous devrez atteindre. Donc la consommation cible. Quid du passage des tarifs réglementés aux tarifs de marché en 2015? Cela ne pose-t-il pas des difficultés complémentaires pour récupérer les données avant 2015? Alors, comme l'expliquait Vianney, on peut jusqu'aujourd'hui récupérer les données qui sont en base de données chez les fournisseurs jusqu'à 2015. Ensuite, la tarification n'est pas forcément un problème et on le traite de la même manière. Pour moi, il n'y a pas de difficulté complémentaire. Par contre, en fait, la difficulté complémentaire qu'on pourrait avoir, c'est qu'avant 2015, les fournisseurs d'énergie n'étaient pas obligés de vous fournir la donnée en PDF natif. Et que typiquement, Citron Énergie, notre plateforme qui va vous permettre demain de faire un suivi et une analyse de vos consommations énergétiques, elle collecte la donnée aussi via la lecture automatique de PDF natif. Donc, si le PDF que vous fournit ou que le papier que vous fournit le fournisseur d'énergie n'est pas un PDF natif, on ne pourra pas récupérer automatiquement la donnée. Donc, sur un ensemble de parcs très important, ça deviendra plus compliqué. Bonjour, que se passe-t-il si nous prenons un bâtiment en location courant 2020? Comment peut-on déterminer l'année de référence? Alors, encore une fois, comme le disait Vianney, quand vous arrivez dans un nouveau bâtiment, il faudra donc prendre en compte ce qui a déjà été fait auparavant. Ouais. Et donc, si l'année de référence a déjà été choisie par l'ancien occupant, donc il faudra se contenter de cette année de référence. Si ce n'a pas été le cas, donc il faudra repartir de zéro, redéfinir l'année de référence et prendre le train. Du coup, si vous arrivez en 2020, a priori, il n'y aura pas d'année de référence qui aura été définie. Et là, on ira chercher les données soit auprès de l'ancien locataire, soit auprès du distributeur qui lui aura les données précédentes sur le bâtiment. Et on pourra récupérer du coup les données issues par exemple du top 10 minutes ou du compteur Linky. Je reviens sur la cogénération. Nous l'avons depuis plus de 20 ans. Pouvons-nous de ce fait choisir une période de référence antérieure à 2010? Malheureusement, non. Vous ne pouvez capitaliser que sur les actions qui ont été mises en place depuis 2010 et depuis 2010. Et si une question et une petite question subsidiaire, mais c'est la même personne, nous ne pouvons pas considérer une période de référence différente pour les consos gaz et les consos électricité. Non, on est vraiment sur 12 mois consécutifs de consommation énergétique pour un bâtiment. Donc, on ne peut pas considérer deux périodes différentes pour le gaz et l'électricité ou même pour les autres énergies qui pourraient être présentes sur le site. Est-ce que les consommations des bornes de recharge électriques doivent être intégrées ou soustraites? C'est une très bonne question et on n'a pas forcément parlé de ce détail-là. Mais la réponse est oui. Les deux. Elles doivent être intégrées puis soustraites. Exactement. C'est-à-dire qu'il est très important. Alors, si vous avez aujourd'hui des bornes de recharge électrique, il est très important que vous puissiez les monitorer. Donc, soit à travers une plateforme que vous fournit les bornes de recharge, soit en instrumentant directement le départ électrique qui correspond aux bornes de recharge. Mais en tout cas, on vient les soustraire de votre bilan énergétique pour pas que vous ayez aussi à faire des actions sur cette partie-là, qui est déjà un bon point. Dernière question, avant la fin. On nous pose une question audit énergétique ou ISO 50001. Alors, je vais revenir sur les deux sujets. L'audit énergétique, alors la réponse, c'est le mieux, c'est de faire les deux. L'ISO 50001 implique en général de devoir faire des audits énergétiques assez régulièrement. L'ISO 50001, c'est la norme qui va permettre sur tout ce qui est amélioration continue de la performance énergétique d'un objet, donc un bâtiment ou un parc de bâtiments. Donc ISO 50001, c'est super, ça permet de normer sa démarche et ça peut être valorisé sur la partie énergétique, mais comme sur d'autres sujets. Et audit énergétique, bien sûr, je pense que alors, typiquement, si vous voulez moduler le dossier technique de modulation de votre objectif, c'est un audit énergétique en fait. Donc vous allez devoir en faire. Vous allez aussi devoir en faire, même si vous ne voulez pas moduler votre objectif, mais simplement définir un plan d'action de réduction des consommations énergétiques. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'un audit énergétique instrumenté permet réellement d'avoir des temps de retour sur investissement beaucoup plus court qu'un audit énergétique non instrumenté. Et donc, je vous invite à faire ça. Par contre, les audits énergétiques qui ont déjà été faits, que ce soit chez nous ou chez nos confrères, servez-vous-en. C'est peut-être la première étape à mettre en place. Utilisez ces rapports d'audit énergétique que vous avez déjà faits. C'est de la matière grise, souvent très intelligente.
Quand ça ne l'est pas, venez nous voir, on vous en proposera une un peu plus maligne. Mais il faut capitaliser sur ce que vous avez déjà fait, que ce soit sur les actions ou sur les études que vous avez déjà pu mener. Mais le décret n'impose pas forcément l'ISO 50001. Par contre, c'est étroitement lié puisqu'on est sur des démarches cycliques. Donc, c'est très pertinent de mener ces deux actions de la même manière. Voilà. Je vous remercie à tous. Vous avez été pas loin d'une centaine, je crois. Je n'ai pas regardé tout le temps, mais à participer à ce webinaire. Vous nous avez posé un peu plus de 50 questions. On a été très heureux de pouvoir y répondre et j'espère qu'on vous aura éclairé sur comment vous avez pu répondre. Il y a d'autres questions? Il y en a quelques-unes qui viennent de, il y en a qui viennent de dérouler. Alors, on essaie de se les faire rapidement, mais pour être honnête, j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, comment déclarer les consommations des bâtiments qui font l'objet d'extensions? Comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du moment, il faudra déclarer la consommation en plus comme une consommation du bâtiment. Par contre, vous allez rajouter des mètres carrés. Donc, comme la consommation est étudiée au mètre carré, vous n'aurez pas, à la limite, comme le bâtiment sera neuf et donc moins énergivore, ça sera un élément qui va réduire votre consommation énergétique au global. Je considère un groupe de bâtiments de surface de plancher supérieure à 1000 mètres carrés. Je commence la saisie des données. 3 ans plus tard, je les détruis et remplace par un bâtiment construit en 2023. Ai-je bien réduit ma consommation à zéro? Non, puisque votre bâtiment de 2023 aura aussi une surface de plancher. Ouais. Et donc, c'est cette surface de plancher qui fera office donc, de référence. Alors, oui et non, en fait, parce que le bâtiment que vous allez construire en 2023, ça sera un bâtiment qui va atteindre, a priori, les consommations du neuf dans sa typologie. Donc, en fait, la consommation ne sera pas à zéro, mais sera au niveau du neuf et du coup, vous aurez répondu à la réglementation. Mais il faudra donc montrer un dossier technique pour prouver l'atteinte de ces objectifs. Pour les bâtiments qui font l'objet d'une extension entre 2010 et 2020. C'était la question. Ah, pardon, ouais. Merci beaucoup pour votre présentation, ça me fait plaisir. Bravo et merci, belle énergie de votre part. Merci à vous d'avoir assisté à cette petite conférence digitale. On est à votre disposition. N'oubliez pas que toutes les équipes de Citron, si vous n'avez pas encore de référence chez Citron, contact@citron.io permet de prendre contact avec un expert du décret tertiaire. On sera ravis de pouvoir vous accompagner soit sur l'ensemble de la démarche, soit sur la partie suivi, soit sur la partie accompagnement humain, etc. Notre but, c'est de tout faire, mais on s'adapte aussi à ce que vous avez déjà commencé à faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir à très et bientôt. à bientôt.